Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous l'avez suivi pratiquement toute la fin du mois de septembre. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était à New York d'abord pour l'Assemblée générale, mais il est retourné aussi pour de réunions au niveau du Conseil de sécurité pour parler et présenter notre position sur le retrait progressif, accéléré que nous voulons de la mission d'observation de la MONUSCO. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de réunions ont été faites et ce soir, dans le strict esprit que nous avons dans le cadre du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, le devoir de venir présenter au peuple congolais à travers cet exercice de redevabilité les différents progrès qui ont été enregistrés sur ces dossiers. Le VPM pourra revenir avec des détails. Mais nous allons commencer cet exercice de redevabilité par les événements qui se sont produits le week-end dernier à Tongo, à la suite d'une incursion des troupes de l'armée rwandaise qui sont venues en renfort contre les terroristes du M23, d'ailleurs comme ils opèrent habituellement, pour attaquer les populations congolaises qui ont été défendus ces derniers jours vaillamment par des compatriotes que nous appelons affectueusement tous d'ailleurs Wazalendo, parce que nous tous nous sommes de patriotes. Et la situation de ce soir, en accord avec la technique, je voudrais que l'on puisse partager ces images qui ont été capturées par les drones à la fois de la MONUSCO et de notre armée dans le cadre du centre conjoint des opérations. Tel que vous pouvez le voir, on peut faire défiler. C'est des images qui ont été capturées le 17 octobre 2023, où on peut apercevoir des colonnes des troupes de l'armée rwandaise entrer dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo. Comme vous pouvez le voir, sur la route des Kalengera, nous avons reconnu les tenues, les armes, ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine. Des maisons ont été brûlées, les villages des Runzenze a été touché, les villages des Bichiché, les villages des Marangara, et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises-là. Vous pouvez voir les types d'armes qu'ils ont notamment amené dans leur cohorte pour s'aimer la mort et la désolation. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo, parce que comme vous le savez, autour du président de la République, nous ne lésinerons pas sur un seul moyen pour défendre à la fois l'intégrité de notre territoire, mais aussi nos compatriotes innocents qui sont tués et massacrés parce qu'il y a des appétits que nous connaissons bien du côté du Rwanda. Monsieur le vice-premier ministre, nous vous remercions de vous joindre à cet exercice. Il était prévu que nous puissions parler du retrait de la MONUSCO, un processus que vous avez conduit de près depuis maintenant plus d'une année, mais on ne pouvait pas commencer cet exercice sans revenir sur des faits d'actualité. En tant que, justement, ministre des Affaires étrangères, comment réagissez-vous à cette énième incursion de l'armée rwandaise, bien d'ailleurs documentée comme nous venons de le voir dans ces images? Vous dites bien, monsieur le ministre de la Communication, vous dites cette énième, que je sache, énième signifie qu'il y en a eu tant d'autres. C'est grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Le gouvernement de la République et les chefs de l'État n'ont cessé de demander à la communauté internationale d'agir. Et je me rappelle que dernièrement, lorsqu'il m'a été permis d'intervenir encore une fois au Conseil de sécurité, je disais agissez avant qu'il ne soit trop tard. J'ai comme l'impression que le trop tard là sonne, et continue à sonner. Je pense que la République démocratique du Congo n'est pas
un État spécialisé dans la construction des murs de lamentation. Ce n'est pas notre spécialité. Les dirigeants de ce pays, en tête desquels se trouve le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les dirigeants de ce pays, disais-je, ont l'intention d'assumer toujours la totalité de leurs responsabilités constitutionnelles. Nous avons demandé des sanctions aux Nations Unies. Le président de la République l'a dit. Nous avons relayé le chef de l'État et nous avons informé nos compatriotes que nous avons déposé au comité des sanctions du Conseil de sécurité, actuellement présidé par le Gabon. Nous avons déposé une requête en sanction contre l'agression dont notre pays est victime, contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme. Et j'informe aussi aujourd'hui la communauté nationale et internationale que le gouvernement de la République a déjà saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons déjà saisi la CPI et nous continuons de saisir les instances internationales compétentes en matière de droits de l'homme et des crimes de ces gens-là. Nous ne les faisons pas par faiblesse ou pas par naïveté, parce que nous savons que ce sont des procédures qui prennent le temps qu'elles peuvent prendre, et nous savons aussi que ce sont des instances quelque part internationales qui sont caractérisées par les jeux, évidemment, des intérêts de ceux qui sont à un moment ou à un autre considérés comme le puissant. En tout cas, le gouverneur, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, militaire du Nord Kivu a saisi le mécanisme conjoint de vérification. Je rappelle que ce mécanisme a été institué dans le cadre du processus de Luanda. Il a été institué en accord conjoint par le Rwanda, la RDC, sous la médiation de monsieur le président Lourenço de l'Angola. Et la mission du mécanisme, justement, c'est de se rendre à ces gens d'évidence, de les stigmatiser et de les porter auprès de qui? De droit. Et donc, nous disons à nos compatriotes, nous ne sommes pas là pour nous plaindre, loin s'en faut. Nous disons aux décideurs internationaux, je parle la langue de bois, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité, et aussi l'EAC, East African Community, qui a des troupes sur notre territoire, que peut-être qu'à ce stade, on peut se limiter à ça. Nous n'allons pas nous laisser faire. Soyez certains. Voilà. Merci, monsieur le VPM, pour vos commentaires. Évidemment, on s'est accordé sur le retrait de la MONUSCO sur les terres congolaises. Oui. Nous avons été à New York, mandatés par le chef de l'État et le gouvernement de la République. Nous avons travaillé pendant une semaine. On a pris des contacts avec ce qu'on appelle les P5, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine et la France. Nous avons eu des contacts aussi avec le A3, c'est-à-dire les 3 pays africains qui nous représentent comme membres non permanents, le Gabon, le Mozambique et le Ghana, sans compter d'autres pays membres du Conseil de sécurité, dont à l'époque l'Albanie qui présidait le Conseil. Le chef de l'État lui-même a fait une adresse assez forte à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et il a parlé du retrait. Nous avons rencontré aussi M. Jean-Pierre Lacroix, que les Congolais connaissent, et nous avions le même entendement de ce que nous devons faire et de la manière dont la MONUSCO doit partir. Lorsque le président Tshisekedi a rencontré M. Guterres, une phrase qui dit tout, celui qui a parlé le premier, il a dit « Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez demandé que la MONUSCO s'en aille. Moi, je vous dis que je suis prêt
Non, que je veux m'en aller. Donc, vous avez demandé que la MONUSCO s'en aille. Moi, je vous dis que je veux m'en aller. Donc, tout est là et ça s'est passé dans cette harmonie, dans la compréhension mutuelle. Évidemment, lors de la séance, parce qu'il y a les consultations, le contact et puis la séance, il n'a pas manqué certaines petites notes, certaines petites tonalités nuançant l'une ou l'autre chose ou donnant l'impression qu'on fait de la résistance. Et après, nous avons encore travaillé, moi à partir d'ici, l'ambassadeur Zénon et son équipe à partir de New York, nous avons travaillé pendant 2 semaines pour avoir la déclaration du président du Conseil que j'ai ici. Je ne vous la lirai pas, ce n'est pas ça l'important, mais je vais vous prendre seulement, si vous voulez, 2 paragraphes qui sont tout à fait 3 significatifs. La déclaration dit ceci, à cet égard, donc concernant, si vous voulez, la MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Pala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça, de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans le cadre du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO, la réduction progressive des effectifs de la mission, la définition de modalités pratiques du transfert graduel de responsabilités, l'élaboration du plan opérationnel, des mises en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans le cadre de la transition de la mission. Donc voilà qui est dit. C'est exactement ce que nous avons demandé, ce que le président a demandé. Donc de ce côté-là, message reçu 5/5 et bien entendu par le Conseil de sécurité. Pourquoi le Conseil se déclare prêt à décider d'ici la fin de 2023? Tout simplement, comme vous le savez, c'est à la fin de l'année, en décembre, que chaque fois que le Conseil, depuis que la MONUSCO est là, je crois que depuis MONUC, décide de l'avenir de la mission à RDC sur base d'un rapport qui est présenté par le secrétaire général. Donc cela, il n'y a pas d'équivoque, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que le Conseil a dit, par exemple, qu'il rejette la démarche de la RDC, tout. Non, non, non. Et c'est pour cela qu'il y a la déclaration, parce que la résolution, nous l'aurons en décembre. La déclaration du président, c'est la position du Conseil, les décisions et les recommandations qui ont été prises. Et je vous informe, comme l'a dit le ministre de la Communication, qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec la MONUSCO le processus d'élaboration du plan de retrait
comme nous, la RDC, nous l'avons demandé. Les discussions que nous avons commencées aujourd'hui portent sur ce qui suit. Vous avez suivi le communiqué, la déclaration. Nous allons maintenant, la RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement, les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major de la RDC et le commandement de la MONUSCO. Deuxième document, nous allons convenir des modalités pratiques, j'allais dire de la remise-reprise, c'est-à-dire de la reprise des activités qui sont actuellement accomplies et exercées par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Entendez par traditionnels, les programmes, les projets, les fonds et les agences de la MONUSCO. Troisième document, nous allons élaborer le plan, suivez bien, de la réduction progressive des effectifs. Je ne dis pas du personnel seulement, je dis des effectifs de la MONUSCO. Nous allons aussi élaborer un document programme qui montre comment l'ensemble du dispositif MONUSCO va commencer à partir. Et enfin, le cinquième document, nous devrions, parce que ici, on parle des piliers, ça veut dire tout simplement ceci. Lorsque nous avons demandé le plan accéléré, on a dû revoir la programmation de la transition initiale qui a été faite il y a de cela, je crois, 2-3 ans. On est parti de ce qu'on a appelé 18 jalons, c'est-à-dire 18 piliers, c'est-à-dire 18 principales tâches qui doivent être accomplies, les chantiers qui doivent être réalisés avant que l'on arrive au retrait effectif. Nous sommes revenus de 18 à 4. Les 4, c'est la sécurité, ce n'est pas la conditionnalité, entendons-nous bien. La sécurité, la protection civile, l'accompagnement électoral et le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilité. Alors, le cinquième document doit préciser c'est que la MONUSCO, pendant la transition, c'est-à-dire au moment où elle se retire, qu'est-ce que la MONUSCO fera encore? En ce qui concerne la sécurité, on lui demande quoi? En ce qui concerne la protection civile, on lui demande quoi? En ce qui concerne l'accompagnement électoral, et là c'est déjà très clair, et la MONUSCO a dit qu'elle va aider dans la logistique, particulièrement dans les parties où elle se trouve actuellement, pour ne pas dire l'Ituri et le Nord Kivu. Et pour les PDDRCS, qu'est-ce que la MONUSCO fera? Et là, il y a un pas important, une décision importante que le chef de l'État a prise il y a quelques jours. Tout à fait. Le président a en fait renouvelé, requinqué, si vous voulez, relancer le leadership, le gouvernail qui doit conduire le navire PDDRC. Vous avez suivi qu'il y a eu des nominations il y a quelques jours. Mais après ça, est-ce que la MONUSCO va nous aider à recentrer ou à restructurer le PDDRC s'il échec? Est-ce que la MONUSCO va nous aider à mobiliser les ressources? C'est possible. Est-ce qu'il va nous aider à mettre en place la logistique? Tout cela, il faut que ça soit précis et qu'il n'y ait plus désormais d'incompréhension, de malentendus et peut-être aussi des espérances que rien ne justifie dans la réalité. Voilà le travail qu'on a commencé et d'ici le 15 novembre, nous devons le terminer. On le dépose au gouvernement de la République et la MONUSCO amène ce travail aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Ça signifie que nous aurons tout convenu. Il va falloir gérer, c'est-à-dire que pour nous, la RDC, le gouvernement, il va falloir manager cette affaire à travers le lobbying, à travers d'autres, si vous voulez, initiatives pour que, en décembre, lorsque le Conseil va prendre la décision, il soit clairement entendu et précisé qu'on amorce à ce mois de décembre le retrait en faisant ça, de manière qu'il n'y ait plus d'équivoque. Voilà, en résumé, le travail qu'il y a, c'est passé aux Nations Unies,
C'est une bonne chose, on ne peut pas minimiser. Le président s'y est impliqué, mais gare au triomphalisme. J'ai toujours dit que c'est bien, on ne peut pas minimiser ce qui a été fait, mais effectivement, il y a eu quelques retards parce que nous avions le système de payer trimestriellement, donc anticipativement. Et vous savez qu'il y a quelques problèmes de trésorerie actuellement, ce n'était secret pour personne. Le ministre des Finances, je crois, il est passé ici, et vous suivez le compte rendu de mon collègue de la communication sur les mesures drastiques que le gouvernement a prises pour maintenir stable le cadre macroéconomique, notamment à travers l'élément stabilité monétaire. Mais maintenant, c'est peut-être pas, vous avez tiré un peu le verre du nez, mais ce n'est plus un secret parce que nous allons, avec le ministre des Finances, organiser bientôt une conférence de presse pour vous annoncer ça. Nous avons décidé, de ce qui suit, le ministère des Finances a négocié en étroite collaboration avec les affaires étrangères, parce que c'est les finances qui ont ça dans leurs attributions. Nous avons réussi à convenir avec Citibank la bancarisation intégrale et la mensualisation à la fois des salaires, des loyers aussi, et des frais de fonctionnement des ambassades, de manière que les paiements soient maintenant continus, que nous n'ayons plus à gérer, à générer des arriérés. Ça veut dire que la City a accepté de payer toujours à temps, et le gouvernement congolais, au fur et à mesure que la trésorerie est enrichie et fournie, va payer à la Citibank. C'est un accord financier, certainement, que le ministre des Finances va vous expliquer le tout. Donc, je dis aux diplomates que je crois que la voie de la stabilité dans ce domaine-là, elle est trouvée, mais dans le concret, au moment où je vous parle, excepté, je crois, la Suisse, où il y a quelques problèmes que nous ne comprenons pas. En tout cas, au niveau de la mission permanente à Genève, il y a un décalage qu'on essaie de comprendre. Il y a même de rémunérations qui ont été renvoyées ici, mais on a rattrapé tout. Et à la date d'aujourd'hui, je crois que dans l'ensemble, il n'y a pas de retard. D'ailleurs, pour le loyer, nous avons même payé des loyers anticipatifs. Certains pays ont exigé qu'on paye une année de loyer anticipatif. Donc voilà, suivez le conseil. Je crois qu'on va vous donner, dans le cadre de ce bilan, tous les éléments sur la question. La rétrocession, non, parce que vous savez qu'en finance publique, il y a le principe de l'unicité, si vous voulez, de la caisse. Tout doit être versé par le Trésor public. Et vous me donnez l'occasion d'expliquer aux Congolais qu'il n'y a pas de frais ou de recettes de passeports ou même des actes consulaires qui viennent aux affaires étrangères. Non, c'est versé au compte général du Trésor. Pour ce qui est des passeports, moi je suis transparent. Je crois qu'il y a une quotité du prix qui est alloué au personnel des affaires étrangères. Je crois que ça doit être à peu près $7, quelque chose comme ça, mais c'est géré par la délégation syndicale. Donc, j'ai demandé à la délégation syndicale de m'informer de la répartition, point à la ligne. Mon travail, c'est de signer les chèques tout simplement. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de rétrocession. Voilà, on va prendre la question de M. Serre. Pour la parole, je pense que ce que le VPM venait de dire va constituer un motif de joie pour la population de l'Est qui, depuis longtemps, est en train d'exiger avec beaucoup de véhémence le départ de la MONUSCO. Mais je voudrais savoir, Excellence, quelle sera l'alternative dans le cas où on décidait d'ici le mois de décembre du départ de la MONUSCO, parce qu'on sait que sa présence assure quand même. Il n'y a pas que les côtés échecs qu'on peut retenir de la mission de la MONUSCO depuis son arrivée ici. Quelles sont les forces qui pourront peut-être remplacer là où la MONUSCO assurait un tant soit peu sa présence, et puis les élections arrivent. La MONUSCO aide la République démocratique du Congo en termes de logistique,
en termes de moyens pour permettre le déplacement du personnel et des matériels? Je n'ai pas voulu faire des détails. Quand nous étions à New York, dans tous les contacts que j'avais pris, toutes les consultations avec mon équipe que nous avons prises, il y a deux questions qui revenaient comme leitmotiv auprès de la part de nos partenaires. La première, quand la MONUSCO se dégage, dites-nous comment vous allez assurer la sécurité des populations. La deuxième, il y a des forces, il y a des initiatives régionales qui sont prises. Comment vous assurez la coordination? Vous n'avez pas posé la question sur ça, mais vous répondez sur la question de l'alternative. Il faut tout de même faire remarquer que ce sont ces Congolais qui sont supposés être protégés par la MONUSCO, qui estiment qu'il n'y a pas de protection et que donc l'État congolais doit assumer ses responsabilités. Il faut nuancer, donc, en commençant par là. Deuxièmement, l'État congolais, il n'est pas mort. Il est certainement affaibli du côté de l'Est par l'agression rwandaise et toute, si vous voulez, cette criminalité développée par les groupes armés, c'est-à-dire des hommes en divagation qui ont des armes et les instruments de la mort. Donc l'État est quelque part affaibli, mais il n'est pas mort, il est vivant. La République est là. Nous avons une armée, nous avons la force de sécurité et de défense, c'est l'armée et la police. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les efforts sont déployés pour que ces forces accomplissent leurs tâches régaliennes comme il se doit. Et observez bien ce qui se passe. Je crois que ça s'améliore. Mais encore une fois, je n'ai jamais été partisan de triomphalisme. Mais il ne faut pas non plus enfoncer la vérité en considérant que rien n'a été fait. C'est excessif d'avoir de telles affirmations. Autre chose qu'il faut savoir, parce que la population est là, et la population nous dit « je ne suis pas protégé », nous allons continuer à organiser davantage la sécurité avec la population, et c'est pour cela qu'il y a le phénomène Wazalendo. Nous en prenons. Et vous reconnaissez que le gouvernement reconnaît. Mais on ne peut pas nier parce que, attendez un peu là, il ne faut pas oublier que nous avons une constitution. La constitution oblige chacun de nous à défendre la République et l'État, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, les populations et les lois de la République. Donc on ne peut pas reprocher à un Congolais qui se lève, qui prend son arme, son courage à deux mains et qui défend le pays. Ça, c'est très clair. Nulle part au monde, un pays digne de ce nom ne peut se comporter de cette manière-là. Mais revenons à l'essentiel. Donc, il y a ce dispositif. Un autre dispositif, c'est que on n'a jamais dit que nous n'aurons plus jamais de passerelles avec nos partenaires. Dire que la MONUSCO n'est pas le mécanisme qu'il faut et que depuis la MONUC, disait la lettre que j'ai écrite au nom du gouvernement avec l'autorisation du chef de l'État, on n'a jamais dit, disons qu'on rompait avec les Nations Unies ou le partenaire. Nous avons des communautés auxquelles nous appartenons. Bien sûr qu'on pourra parler de l'EAC. Nous avons la SADC, nous avons le bilatéral aussi. Vous comprenez? Donc, de ce côté-là aussi, il faut quand même relativiser. Et maintenant, le retrait de la MONUSCO. On dit progressif, ordonné, responsable. Anticipé quand même. Non, attention. L'anticipation n'est pas la précipitation. L'anticipation, c'est le contraire. Permettez que je répète ça, les Congolais le savent. C'est ce que disait le roi Baudouin, attermement funeste. C'est ce que nous ne voulons pas. Évidemment, pas de précipitation inconsidérée. Vous voyez. Donc,
Le progressif veut dire ceci. Vous avez la MONUSCO, disons, vous avez la MONUSCO ici, puis vous avez nos forces de défense et de sécurité. La MONUSCO fait comme ça, nous faisons comme ça. Vous suivez mes mains. Ça veut dire quoi? Allez, on me cite toujours Kichanga. Non, pas Kichanga, en Ituri, là. Djougou, Mambasa. Djougou. On me cite Djougou, toujours. On me dit, Djougou aujourd'hui, c'est la MONUSCO. Si la MONUSCO s'en va, Djougou, ça ne marche pas. Alors, je dis, que fait l'État congolais? Ah non. Progressif signifie que nous devons graduellement prendre nos responsabilités. Et c'est ça le sens du travail que nous avons commencé aujourd'hui. Il ne faut pas pousser les responsabilités au point de vouloir se rendre populaire et en disant aux Congolais, allez, je fais comme ça, allez en Djili le matin, vous trouverez les troupes de la MONUSCO qui s'en vont. Ça, c'était totalement irresponsable. Et je ne prendrai pas cette responsabilité. Et surtout quand je parle au nom du gouvernement et du président de la République, même à titre personnel. Ça, c'est irresponsable, on ne peut pas dire ça aux gens. Donc, si nous sommes dans la logique d'organiser les choses, c'est parce qu'on veut éviter cela. Faites-nous confiance. Faites confiance au gouvernement, faites confiance au chef de l'État, et vous verrez que ça ira toujours bien. Alors, il y a un petit complément quand même pour que la question puisse être bien comprise. Lorsqu'on parle du retrait de la MONUSCO à partir du 31 décembre, ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier, ils sont tous partis. Nous commençons un processus de retrait parce que le vice-premier ministre, si vous l'avez bien suivi tout à l'heure, parlait des troupes, des effectifs. Il y a un bon nombre de personnels qu'il faut mouvoir dans ces temps. Nous en étions à 18 jalons, on est resté sur 4 jalons prioritaires parce que c'est ces 4 jalons prioritaires qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif que nous voulons communément. Parce qu'aujourd'hui, la présence de la MONUSCO et des casques bleus devient un sujet de sécurité pour nous, là où ça devait être perçu comme une solution. Ça, c'est un élément important qu'il faut intégrer. Et nous n'avons jamais dit que la MONUSCO n'avait jamais fait des choses positives en République démocratique du Congo. Si vous lisez d'ailleurs une lettre du vice-premier ministre qui a été fouillée à un moment, où il écrivait justement au président du Conseil de sécurité, il revenait sur les différents chapitres de l'histoire avec les Nations Unies et sur les différents progrès réalisés. Aujourd'hui, c'est sur 3 provinces principalement qu'il y a des soucis, mais au-delà des problèmes militaires, sécuritaires qui n'ont pas donné des solutions, il y a eu des programmes qui ont pu fonctionner, notamment avec des civils au sujet de la MONUSCO. Et donc, il faut considérer que, comme le président de la République l'avait exprimé, nous travaillons pour un retrait ordonné et civilisé. On va prendre les questions de la MONUSCO. Je martèle comme la panacée, comme la baguette magique qui va mettre fin, illico presto, à l'insécurité. Et nous n'avons jamais dit ça. Ni le chef de l'État, ni nous, ses collaborateurs qui travaillons sous son autorité, encore moins l'ensemble du gouvernement. Personne n'a dit aux Congolais que c'est ça la baguette magique. Le retrait de la MONUSCO, accepté par le Conseil de sécurité et préconisé déjà par le secrétaire général, procède de la facilitation de la dynamique de paix. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est un élément de facilitation, un élément de renforcement de la consolidation du partenariat avec les Nations Unies et un élément qui nous permet d'éviter tout ce qui peut gripper la machine et, si vous voulez, continuer à entretenir à notre corps défendant la méfiance des Congolais vis-à-vis de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier. C'est important. Selon une déclaration de Lorenzo, qu'est-ce qui explique cette impasse? Merci. Bien. L'EAC. On ne peut pas nier le fait que l'EAC n'a pas accompli sa mission. Et c'est plus grave par rapport à la MONUSCO. Je vous ai dit ici que tous les accords, tous les écrits qui existent à la date d'aujourd'hui concernant l'EAC
contiennent, expressis verbis, le caractère offensif du mandat. Et l'instrument juridique le plus important qui nous lie tous, c'est l'accord portant statut de l'EAC qu'on appelle en anglais le SOFA. Lisez l'article 3. Donc là, c'est sans équivoque. Ce qu'il y a eu et ce qu'il y a, c'est que ce mandat n'est pas rempli. Non seulement qu'il n'attaque pas, mais aussi l'EAC ne s'occupe pas des autres forces. Parce que, lisez le communiqué de 3 chefs d'État, je crois, l'année dernière. Lorsque on a prévu 2 volets, politique ou militaire, le président Tshisekedi comme ceux qui devaient conduire. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les pays qui ont des groupes armés sur le territoire congolais notamment, doivent discuter, prendre langue avec ces groupes armés pour leur proposer le retour au bercail. Et que tout groupe qui résisterait à cet appel, à cette main tendue pour la paix, serait contraint par la force régionale. Est-ce que le Rwanda a parlé déjà avec ceux qu'ils appellent les FDLR, qu'eux voient partir au Congo? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres pays ont fait ça? Non. Mais est-ce que l'EAC s'occupe de ces groupes armés? Absolument pas. L'échec sous un autre aspect. Donc là aussi, c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Et nous, rappelez-vous, je crois au mois de septembre, le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous a représenté à un sommet, à une réunion de ministres chargés de défense dans les pays membres de l'EAC. Et il a annoncé clairement que pour nous, le mandat de l'EAC se termine au plus tard au mois de décembre. Il n'est pas question que l'EAC reste. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'auparavant, au mois d'août, la même réunion a eu lieu, d'abord avec le chef d'état-major des forces des pays membres de la communauté, et ensuite les ministres de la Défense. On avait convenu du 24 août au 24 septembre, le M23 doit se résilier à aller au pré-cantonnement et au cantonnement. S'il arrive le 24 et que cela n'est pas fait, l'EAC doit forcer. Si l'EAC ne force pas, pour nous, en fait, toutes les options sont ouvertes. C'est ce que moi je dis d'ailleurs, une polémique autour de ça. J'étais tout en nuance. Ils se sont réunis, ils ont constaté que l'EAC n'a pas accompli son mandat. Pas d'équivoque, pour nous, c'est fini. Ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on dit pourquoi ça reste. Encore une fois, on ne fait pas comme ça, et puis ça part. Peut-être vous pouvez toucher votre téléphone, vous faites comme ça, c'est facile, mais avec la force, ce n'est pas comme ça. À la prochaine réunion, au prochain sommet des chefs d'État, la question sera abordée, et parce que nous, la RDC, nous avons réussi à faire modifier l'article 26.b du statut du SOFA, et nous avons introduit qu'à la demande de la RDC, le sommet des chefs d'État peut soit modifier, soit proroger, soit mettre fin au mandat. Et lorsque on met fin au mandat, il faut déterminer les modalités de retrait. C'est ce qui va se faire. Croyez-moi, parce qu'on a donné à l'EAC le temps de démontrer que sa force est venue pour soutenir les efforts internes, parce qu'on n'a jamais dit que la force de l'EAC va faire le boulot seul et que nos forces armées vont regarder. Ce sont des forces d'appui. Donc par rapport à la question, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. La question que vous avez posée encore, vous avez dit participer... Aux
élection, le Ouazalindo. Ah oui, oui, oui. Le président Tshisekedi n'a pas été, comment dirais-je, avare de mots sur cette question-là. Il a été très clair, blanc comme neige, vous comprenez. Nous nous battons pour que les Congolais des territoires occupés participent à l'élection de leurs dirigeants. C'est un droit, c'est un devoir constitutionnel, il n'y a pas à discuter. Les institutions de la République ont le devoir de mettre tout en place pour que chacun jouisse de ses droits et accomplisse ses devoirs. Et c'est clair. Et le président a même déclaré, je crois aux Nations Unies, que nous nous battons pour que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. C'est ce que moi j'ai dit aussi, relayant le chef de l'État. Et j'ai cru entendre d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qu'on a vu à la télé que nos compatriotes revenaient notamment à Massissi, et que aussi... Dans certains territoires. Oui, et ce qui est plus important, la CENI a bien informé la communauté nationale et internationale qu'elle est prête pour se déployer pour l'enrôlement. Et que, quel que soit le temps qui reste, dès que tout cela, toutes les conditions sont réunies, ça va se faire. Donc, on se bat pour ça. On ne peut pas faiblir sur la question. OK? Et la dernière question citée... Oui, mais ce n'est même pas serein. Ce n'est même pas serein. Le processus est bloqué. Et nous sommes clairs là-dessus. Si on veut qu'il y ait un dialogue avec le Rwanda, pour nous, il doit être clairement entendu que le Rwanda doit quitter le territoire congolais, mettre fin à l'agression, que le Rwanda doit cesser de soutenir les terroristes de 1-23, c'est condamné d'ailleurs par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la répression du terrorisme. Si nous devons aussi dialoguer avec le Rwanda, il doit être clairement entendu que c'est pour parler des questions bilatérales. Nous n'allons pas changer la géographie, c'est clair. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Mais le Congo n'est pas un pays offert. Le Congo est un pays ouvert et non offert à qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, si on continue dans la situation actuelle, aucune autorité congolaise n'est disposée à aller négocier quoi que ce soit. Et comme le président disait un jour à une envoyée d'un pays, je suis chef de l'État, je suis élu, j'ai mes compatriotes, j'ai le devoir constitutionnel de leur assurer un avenir radieux, de créer les conditions d'une vie normale. Jamais je n'accepterai n'importe quelle condition qui entrave l'accomplissement de mes devoirs constitutionnels. C'est pour ça que vous l'avez suivi, c'est quoi, la tribune des Nations Unies, il a dit, parlant de ces terroristes-là, qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dialogue. Donc c'est clair. On ne refuse pas, c'est dans la logique de relations internationales. Nous sommes à l'EAC, nous sommes à la CIRGL avec le Rwanda, nous sommes aux Nations Unies, nous sommes à l'Union africaine, c'est très clair, mais nous ne pouvons pas accepter un dialogue en violation de la Constitution et dans la violation de notre intégrité territoriale et de notre indépendance. Voilà, je crois que c'est très clair. Il faut qu'on crée des conditions et nous avons toujours dit à nos partenaires que si vous voulez un dialogue dans le cadre bilatéral, il faut créer les conditions.